L'affaire du salaire du président de la République a été dictée, commandée par M. Félix Tshisekedi pour avoir des arguments dans un dossier de justice en Belgique. Gisèle Mpela est sur le point où elle a déjà fait de porter l'affaire de Félix Tshisekedi devant la justice en Belgique pour abandon des familles. Puisque moi, je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Êtes-vous de ceux qui estiment que le président Joseph Kabila en fait, aurait touché 680 000 $ le mois? Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Ce qui doit être normal dans un pays normal, dans un pays sérieux, les émoluments, n'est-ce pas, de toutes les autorités doivent être connus. Or, dans ce pays, on en a fait un tabou. Il y a comme mais une le président de la omerta. République touche 17 000 $, c'est le ministre des Finances. Non, le président de la République, on lui avait demandé ce qu'il touche, lui-même ne connaissait pas. Mais donc je ne vois pas. Celui qui travaille ne connaît pas. C'est le ministre des Finances qui connaît. Le ministre des Finances a affirmé sur un plateau de télévision. Non, mais c'est lui qui touchait, celui qui touchait, lui-même a dit qu'il ne connaît pas. L'ordre a été donné à Kazadi d'organiser cette aventure-là, de dire et de signer même un faux arrêté stipulant que monsieur le président de la République démocratique du Congo gagnait 17 000 $. Ils ont ordonné au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'entrer dans cette aventure et d'aller faire cette conférence de presse pour dire que monsieur Tshisekedi gagnait moins de 20 000 $. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la nature de la personne qui dirige le pays? Est-ce que ce que le ministre des Finances a dit est correct? Peut-on concevoir que le député national touche 21 000 $? Les ministres conseillers, nous apprenons 40 000 $. Toujours selon les rumeurs qui circulent, à la présidence, des conseillers qui touchent jusqu'à 25 000 $, 30 000 $. Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses conseillers? Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses ministres? Et apparemment, le ministre Nicolas a même dit qu'il touchait même moins que le Premier ministre. Bon, qui peut croire à des choses pareilles? Si réellement, aujourd'hui, les autorités veulent faire de la transparence sur ce qui les touche, ils doivent publier les émoluments pour tout le monde. Selon la loi des finances. Depuis le chef de l'État jusqu'au plus bas. Selon la loi des finances. Mais oui, parce que aujourd'hui, les autorités se complaignent à publier les salaires des militaires, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, les salaires des professeurs d'université, les salaires des médecins. Mais pour ce qui concerne les émoluments des politiciens, il y a une omerta. Vous avez vu, lorsque on a parlé de 21 000 $ ici, c'était le bras-le-bas de combat, et toute l'Assemblée nationale sans se décider dessous. Pourquoi on a parlé de nos salaires? Mais quand vous parlez de salaire des fonctionnaires, vous pensez que les fonctionnaires ont besoin que tout le monde connaisse leur salaire? Non, c'est un quand vous sujet parlez tabou, de salaire, mais justement, or, lorsque les gens ne veulent pas qu'on parle de leur salaire, c'est qu'il y a de la fraude. Cette façon de gérer le pays, comme à l'aveuglette, comme à tâtons, ça n'aide pas les pays à aller de l'avant. La ville de Kinshasa, selon une étude de l'OVD, doit avoir 10 000 km de route macadamisée. 10 000 km. Nous n'en avons que 2 000. Donc on a un déficit de 8 000 km. Comment voulez-vous, dans une ville où il y a plus de 200 000 véhicules qui circulent, vous n'avez que 2 000 km de route? Et vous ne faites aucun effort pour ajouter le nombre de kilomètres, mais plutôt on vous parle de zéro trou. Moi je me moque de ce programme de zéro trou. Dans une ville qui a un déficit de 8 000 km de route, au lieu de dire nous allons augmenter le nombre de kilomètres de route, vous parlez de trous. Des trous c'est 2 000 km. Ça va changer quoi? Mais depuis qu'on a parlé de zéro trou, il y a des trous partout, nous circulons dans la ville. Il y a des trous partout, il y a des routes qui n'existent plus. Regardez, depuis 60, on n'a jamais ajouté un seul kilomètre de rail, depuis 60. 1 kilomètre de rail, ça n'existe pas. Au contraire, le rail qu'on avait par exemple, chez la Boma, on a arraché ça. Les rails qu'il y avait dans certaines cités ici de Kinshasa, ici dans certaines communes, ces rails n'existent plus.
Il y a des rails ici qui allaient jusque dans les entreprises ici, alimentaires industrielles. Il y a des rails qui allaient dans certaines communes ici. On a même arraché ça. Alors nous avançons ou nous reculons? On nous a parlé de Métrokin ici. Mais Métrokin, il va s'implanter où? Vous avez arraché les rails. Votre Métrokin là, il est où? Donc vous comprenez? La question que tout Congolais sérieux doit se poser. Pourquoi, au sortir de l'indépendance en 60, notre pays était le pays le plus industrialisé de l'Afrique? Nous avons les meilleurs hôpitaux d'Afrique. Nous avons les meilleures universités d'Afrique. Nous avons les meilleures écoles d'Afrique. Aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes parmi les derniers. Quand on fait le classement des universités d'Afrique, nous ne sommes pas parmi les 100 premiers. Donc nous avons plus en fait reculé, on a reculé au lieu d'avancer. On a reculé. Parce qu'aujourd'hui, quand un Congolais tombe malade, il court en Inde, il court en Afrique du Sud. Or, il y a 60 ans, ce sont les Sud-Africains qui venaient se faire soigner ici. Ils venaient étudier ici. Pourquoi maintenant c'est l'inverse? D'abord, je puis savoir, en fait, qu'il faudra-t-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix en République démocratique du Congo, en fait, notamment dans son parti Est. Le Congo n'a pas pris la vraie mesure de cette insécurité de l'Est. Pourquoi nous qui sommes convaincus que le Rwanda a des militaires sur notre sol, sommes-nous incapables de prendre des sanctions contre ce pays-là sur tous les plans? Parce que nous sommes capables de rompre les relations diplomatiques avec ce pays, de résilier, non pas suspendre, résilier tous les accords signés avec le Rwanda. Tous les accords, on les résilie. Nous avons la possibilité de couper le courant de notre barrage de Ruzizi qui alimente Gisenyi en électricité. On coupe le courant. Lorsqu'un État est sous-administré comme le nôtre, nous avons un déficit de militaires, nous avons un déficit de policiers, nous avons un déficit de magistrats, nous avons un déficit de médecins, nous avons un déficit de professeurs d'université. C'est pratiquement dans tous les domaines que nous sommes déficitaires. Dans ces conditions-là, il est difficile que l'État puisse asseoir son autorité. Pour réussir, comme Mobutu avait dit l'autre fois, que pour l'unité du Congo, même s'il faut pactiser avec le diable, je le ferai. Donc, pour l'achat des armes, si les Occidentaux ne veulent pas nous vendre des armes, ils ne sont pas les seuls fabricants. Nous allons ailleurs. Nous aurons les armes pour protéger notre pays. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment, avec une présence rwandaise avérée au Congo, notre gouvernement n'est pas capable de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Je ne comprends pas ça. Je suis en train de me poser cette question plusieurs fois. Parce que si nous rompons les relations diplomatiques, nous considérons le Rwanda comme un pays ennemi. Et il est véritablement un pays ennemi. On rompt les relations diplomatiques, nous fermons notre frontière, nous allons filtrer les entrées de Rwandais sur notre sol. Or, un pays qui vous agresse, un pays qui tue votre population, pourquoi garderont-ils des relations avec un tel pays? En fait, c'est un pays mercenaire. Il faut rompre les relations. Mais quelles sanctions nous avons prises contre le Rwanda qui nous agresse? Aucune sanction. Parce que quand vous suspendez les contrats, ça signifie quoi? Vous espérez que demain vous allez les relancer. Mais pour sanctionner, pour faire mal, il faut rompre. Je ne cesse de demander ça. Résilions les contrats. Tous les contrats signés avec le Rwanda. Rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda. Fermons notre frontière. La frontière ne sera ouverte que pour des urgences. La frontière ne sera ouverte que pour les Congolais qui sont de l'autre côté, qui veulent rentrer chez eux. Là, on ouvre. Pas dans le sens contraire. En ce moment-là, nous verrons qui a besoin de l'autre. Je venais de suivre tout à l'heure une vidéo d'une jeune Rwandaise qui vit au Canada, qui a lancé une campagne de boycott de tous les produits made in Rwanda. De boycotter visite à Rwanda. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Bien, très ému de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre mission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, Messieurs, votre mission qui est toujours et toujours
présenté par votre humble serviteur William Témon, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Silver Kiunga. Il est analyste politique indépendant et avocat de son État. Maître Silver, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Bon, vous avez tout dit, hein. Je suis avocat de profession et puis je suis analyste politique indépendant. Bien. Mesdames, Messieurs, avec lui, on parle de l'insécurité en fait, à l'est de la République démocratique du Congo. Et également, en fait, nous allons aussi parler de l'insécurité en fait, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En fait, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix en fait, en République démocratique du Congo? Nous allons parler tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, toujours tout au long de cette émission, on parlera des élections de 2023. Est-ce qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou pas? Est-ce que l'actuel président de la CENI, M. Denis Kadima, rassure l'indépendance ou non? Nous allons parler tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, toujours tout au long de cette émission, on parlera de ces sujets polémiques en fait, sur les salaires de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Est-ce que ce dernier touche 680 000 $ comme les Congolais et Congolaises le disent du jour au lendemain ou non? Nous allons parler tout au long de cette émission. Monsieur Silver, en fait, Pinga, rebonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. En fait, on débute cette émission avec l'insécurité en République démocratique du Congo. En fait, libre pensaire que vous êtes, avocat que vous êtes, analyste politique que vous êtes. D'abord, je peux savoir, en fait, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix en République démocratique du Congo, le fait notamment dans son parti Est, fait d'où on tue et on viole presque du jour au lendemain. En fait, que faudra-t-il faire en bref pour instaurer la paix en RDC? Le sujet de l'Est est un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat, mais j'estime que les Congos n'a pas pris la vraie mesure de cette insécurité de l'Est. Oui, nous avons pris des demi-mesures qui aujourd'hui fait que l'insécurité continue à l'Est. Persiste. J'ai dit dans certains plateaux de télévision qu'on doit restaurer l'autorité de l'État à l'Est. Cela passe par quoi? Pour moi, j'ai été en tout cas l'un des premiers à demander à ce que les effectifs de notre armée nationale soient ramenés à 500 000 hommes. Ça fait plus de 6 mois que j'en parlais. Je suis content que le gouvernement a suivi cette idée-là, parce que lorsque le ministre de la Défense a rendu public la loi de programmation militaire, j'étais très ravi de constater que les idées que je défendais depuis plusieurs mois ont été mises dans cette loi de programmation militaire pour que nous ayons une armée au moins de 500 000 hommes. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays, 2 345 000 km². Il n'est pas normal que nous ayons une petite armée de 120 000 150 000 hommes. Non. La dimension de l'armée doit être proportionnelle à la dimension du pays. Parce que j'ai toujours dit que ce qui pose problème au pays, c'est quoi? C'est la sous-administration. Aujourd'hui, on se plaint. Ce qui signifie? Oui, on se plaint, on dit qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Mais l'autorité, l'État, qui est une personne morale, une personne fictive, pour faire asseoir son autorité, c'est par des organes, c'est par des mécanismes. Alors, lorsqu'un État est sous-administré comme le nôtre, nous avons un déficit de militaires, nous avons un déficit de policiers, nous avons un déficit de magistrats, nous avons un déficit de médecins,
nous avons un déficit de professeurs d'université. C'est pratiquement dans tous les domaines que nous sommes déficitaires. Dans ces conditions-là, il est difficile que l'État puisse asseoir son autorité. Figurez-vous qu'il y a des pans entiers dans notre pays, dans certaines provinces. Vous pouvez faire 100 km, vous ne rencontrez aucun policier, aucun militaire. Alors, dites-vous que le pays est entouré de 9 voisins, 9 frontières. Mais ces frontières sont protégées comment? Ces frontières-là, qui assure la protection de ces frontières? Personne. Vous pouvez aller dans certaines personnes, vous pouvez sillonner dans ces frontières-là. Pendant 300 km, vous ne verrez personne. Alors, comment voulez-vous que les pays voisins ne puissent pas envahir ou empiéter sur nos frontières? Donc, voilà pourquoi j'ai demandé, dans un premier temps, que nous ayons au moins 500 000 militaires. Et j'avais donné le mécanisme pour y parvenir. Il suffit de demander, dans chaque territoire, nous en avons 145, qu'on puisse enrôler 2000 jeunes, nous aurons 290 000 hommes. Si chaque territoire donne seulement 2000 hommes, nous aurons 290 000 hommes, plus ce que nous avons. La ville de Kinshasa peut donner 20 000 enrôlés, Lubumbashi 10 000 enrôlés, nous aurons 500 000. Bien formés, bien équipés, nous allons nous faire respecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons penser à l'industrie militaire. Un pays comme le nôtre ne peut pas vivre des importations d'armes. Nous devons passer à l'industrie militaire. Comment y posséder? Nous avons les intelligences. Nous avons les intelligences. Mais figurez-vous que dans nos villages, il y a 2 vieux forgerons qui fabriquent ce qu'on appelle le calibre 12. Avec le calibre 12, on tue même des éléphants. Pour la chasse. Alors, maintenant, si on prend tous ces ferrailleurs-là qui fabriquent des calibres 12. On prend nos jeunes qui terminent à l'ISTA, qui terminent en Polytechnique. On les met ensemble, tous ces chercheurs-là. L'État met des moyens. Nous pouvons fabriquer des armes au Congo. En ce moment-là, on se fera respecter. Parce que tant qu'on ne fait qu'importer les armes, il suffit qu'on vous mette sous embargo, vous êtes bloqué. Parce qu'on sait que vous n'en fabriquez pas. Vous importez. Nous devons arriver à en fabriquer. Vous voyez des pays aujourd'hui comme la Corée du Nord, des pays comme l'Inde, des pays comme le Pakistan. Ils se font respecter parce qu'ils fabriquent des armes. Même l'Iran, ils se font respecter, ils fabriquent des armes. Vous voyez par exemple la guerre qui se passe en Ukraine. Les Russes utilisent des drones fabriqués en Iran. Or, l'Iran n'est pas un pays développé. Il y a des drones qui sont fabriqués en Turquie. La Turquie n'est pas un pays spécial. Donc, aujourd'hui, avec la technologie, avec les intelligences que nous avons au pays, si l'État met de moyens, nous aurons, n'est-ce pas, le moyen d'équiper notre armée avec des armes made in DRC. Mais avant d'y parvenir, puisque créer une industrie militaire, ça peut prendre du temps, nous devons équiper notre armée. Les pays qui fabriquent les armes, il y en a légion. J'ai toujours dit, même quand on nous criait ici, il y a embargo, tout ça, j'ai dit non. L'embargo, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui nous ont mis dans cette histoire-là. Mais le pays ex-République de l'Est ne nous a pas mis sous embargo. Nous pouvons acheter les armes dans tous ces pays-là. Russie, Chine, tout ça, ils nous vendent des armes. Même la Corée du Nord. Parce qu'on dit que pour réussir, comme Mobutu avait dit l'autre fois, que pour l'unité du Congo, même s'il faut pactiser avec le diable, je le ferai. Donc, pour l'achat des armes, si les Occidentaux ne veulent pas nous vendre des armes, ils ne sont pas les seuls fabricants. Nous allons ailleurs. Nous aurons les armes pour protéger notre pays. Nous devons en plus nous faire respecter sur le plan diplomatique. Moi, je conçois mal, par exemple, aujourd'hui, notre pays, la MONUSCO, les Nations Unies, les pays européens, les États-Unis, ils ont confirmé que nous avons des militaires rwandais sur notre sol. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment, avec une présence rwandaise avérée au Congo, notre gouvernement n'est pas capable de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Je ne comprends pas ça. Je suis en train de me poser cette question plusieurs fois. Parce que si nous rompons les relations diplomatiques, nous considérons le Rwanda comme un pays ennemi. Et il est véritablement un pays ennemi.
on rompt les relations diplomatiques, nous fermons notre frontière, nous allons filtrer les entrées de Rwandais sur notre sol. Voilà qu'aujourd'hui, on trouve des espions, on trouve des gens par-ci, par-là, qui veulent faire la sale besogne. Pourquoi? Parce que nous avons de bonnes relations. Si un Rwandais veut venir ici, il ira à notre ambassade à Kigali, on lui donne le visa, il vient. Et vice-versa. Mais l'ambassadeur rwandais, en fait, l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo a été expulsé dernièrement, en fait, sur le sol congolais. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous avions beaucoup demandé cela dans plusieurs émissions, qu'on expulse ce fameux Karega-là, mais ça ne suffit pas. Parce que expulser un ambassadeur ne signifie pas que vous avez rompu les relations. Je prends toujours un exemple simple pour que les gens comprennent. Si vous épousez votre femme officiellement devant l'officier de l'état civil, si vous êtes en mésentente et que vous renvoyez la femme dans sa famille, parce que vous avez des divergences, vous restez marié. Elle peut rester chez ses parents pendant 10 ans, 15 ans. Vous êtes toujours marié tant que vous n'irez pas devant un juge de paix pour prononcer le divorce. Vous resterez marié. Donc, renvoyer un diplomate sans rompre les relations diplomatiques ne signifie pas que vous avez rompu les relations diplomatiques. Vous êtes toujours en relation. En fait, or, un pays qui vous agresse, un pays qui tue votre population, pourquoi garderont-ils des relations avec un tel pays? En fait, c'est un pays mercenaire. Il faut rompre les relations. Mais ici, nous n'avons pas rompu. J'avais suivi aussi l'autre fois, le gouvernement a suspendu les accords signés avec le Rwanda. Non, pourquoi pas aborder directement? Mais justement, j'avais fustigé ça. C'est trop mou, c'est trop timide. Et moi, j'appelle les autorités congolaises à plus de courage. Il faut résilier les relations avec le Rwanda. Regardez ce qui se passe avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez la position des pays occidentaux. Ils ont pris beaucoup de mesures de sanctions contre la Russie pour affaiblir la Russie. Des sanctions économiques, des sanctions financières, des sanctions même ciblées sur des personnes. Pourquoi nous qui sommes convaincus que le Rwanda a des militaires sur notre sol, sommes-nous incapables de prendre des sanctions contre ce pays-là sur tous les plans? Parce que nous sommes capables de rompre les relations diplomatiques avec ce pays, de résilier, non pas suspendre, résilier tous les accords signés avec le Rwanda. Tous les accords. On les résilie. Nous avons la possibilité de couper le courant de notre barrage de Ruzizi qui alimente Gisenyi en électricité. On coupe le courant. C'est cela. Les Occidentaux ont fait, malgré qu'ils avaient besoin du pétrole russe, malgré qu'ils avaient besoin de gaz russe, mais malgré ces difficultés-là, malgré l'hiver qui est arrivé, ils ont dit on cesse d'acheter les gaz russes, on cesse d'acheter le pétrole russe. Même s'il y a des conséquences en Occident, mais ils ont quand même pris le courage de réduire les importations de la Russie pour sanctionner la Russie. Mais quelles sanctions nous avons prises contre le Rwanda qui nous agresse? Aucune sanction. Parce que quand vous suspendez les contrats, ça signifie quoi? Vous espérez que demain vous allez les relancer. Mais pour sanctionner, pour faire mal, il faut rompre. Je ne cesse de demander ça. Résilions les contrats. Tous les contrats signés avec le Rwanda. Rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda. Fermons notre frontière. La frontière ne sera ouverte que pour des urgences. La frontière ne sera ouverte que pour les Congolais qui sont de l'autre côté, qui veulent rentrer chez eux. Là, on ouvre. Pas dans le sens contraire. En ce moment-là, nous verrons qui a besoin de l'autre. Je venais de suivre tout à l'heure une vidéo d'une jeune Rwandaise qui vit au Canada, qui a lancé une campagne de boycott de tous les produits made in Rwanda. De boycotter visite à Rwanda. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Parce que les jeunes, la société civile de Goma avait fustigé. À Goma, il y a plusieurs boutiques, plusieurs magasins qui sont tenus par des Rwandais. Pourquoi ne pouvons pas nous prendre des mesures de rétorsion? On n'entre plus dans ces boutiques-là. On n'achète plus rien. Tout produit qui vient du Rwanda, on n'achète pas. Nos produits, on n'exporte plus au Rwanda. Nous verrons qui a besoin de l'autre. Le Congo n'a pas besoin du Rwanda pour vivre. C'est le Rwanda qui est comme une appendice qui s'accroche au Congo.
Donc, si vraiment nous voulons nous faire respecter, prenons des mesures concrètes. Et si le Rwanda continue, déclarons la guerre au Rwanda. Le Rwanda ne comprend que le message de la violence. Si nous faisons la guerre à ce pays, nous annexions certaines provinces de ce pays-là, c'est alors qu'on va négocier en position de force. Aujourd'hui, nous négocions en position de faiblesse. Parce que les accords qui ont été signés à Luanda, comme à Nairobi, moi je suis contre ces accords-là. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Comment voulez-vous, les M23, ils étaient au Rwanda. Une autre partie était en Ouganda. Aujourd'hui, après signature de ces accords, on dit qu'ils quittent les différentes localités qu'ils ont occupées, qu'ils les aillent sur les collines de Sabigne, je pense. Est-ce qu'avant qu'ils ne viennent attaquer les différentes cités, ils étaient à Sabigne? Non. Ils étaient au Rwanda, ils étaient en Ouganda. Donc, un bon accord aurait demandé à ces gens de rentrer à leur première position, c'est-à-dire rentrer au Rwanda, rentrer en Ouganda. Alors, on va négocier. Mais quand vous dites qu'ils aillent dans les collines, toujours en RDC, vous n'avez rien fait. Parce qu'un jour, ils peuvent redescendre de ces collines-là. J'ai toujours donné un exemple banal. Des Koulouna viennent vous attaquer chez vous à la maison. Ils entrent dans votre salon, ils entrent dans vos chambres. Vous négociez avec eux. Vous leur demandez de sortir de la maison, mais de rester dans un coin de la parcelle. Est-ce que vous êtes en sécurité? Non. Parce que tant qu'ils sont dans votre parcelle, vous êtes toujours en insécurité. Or, le Koulouna, avant, ils n'étaient pas dans la parcelle. Ils étaient hors de la parcelle, ils étaient dans la rue. Comment vous pouvez négocier pour dire, bon, quittez, sortez de la maison, restez dans la parcelle, mais dans un coin? Non. Donc cet accord-là, c'est un mauvais accord. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Nous avions dit cette force de l'Est africain-là, ce sont des aventuriers, ils ne feront rien. On a cru ici qu'ils viendront faire la guerre, mais quand ils atterrissent à Goma, ils disent non, nous ne sommes pas venus pour la guerre, nous sommes venus pour faire aboutir les négociations. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons des vidéos, ils se donnent à cœur joie, à sourire, à rire, à faire des blagues avec les rebelles. Vous comprenez? Le Congo ne sera défendu que par les Congolais. Nous ne pouvons pas compter sur les forces étrangères. Donc, ressaisissons-nous, armons correctement notre armée, trouvons des unités, une bonne formation pour nos unités combattantes, un bon équipement moderne, sophistiqué, une bonne motivation, augmenter les soldes et même le budget de l'armée. J'avais proposé qu'on ramène ce budget-là à 3 milliards de dollars. C'est un budget qui, c'est vrai, qui n'est pas comme les billets des pays occidentaux, mais dans un premier temps, avec 3 milliards de dollars. Mais nous avons quand même évolué dans ce sens. Oui, on est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard. 1 milliard, c'est ça. Oui, 500. Oui, mais je crois que le pays peut se faire violence, privilégier d'abord la sécurité. Parce que tant que nous sommes attaqués, tant que nous sommes en insécurité, aucun programme de développement ne pourra aboutir. Aucun. Est-ce que les gens peuvent venir investir dans un pays en guerre? Non. Est-ce que les gens peuvent étudier calmement dans un pays en guerre? Non. En fait, donc je crois qu'on peut faire des sacrifices en remontant d'abord le budget à 3 milliards de dollars, s'équiper correctement, et puis on verra le reste. En fait, n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que en fait, la situation s'empire du jour au lendemain parce que l'actuel président de la République démocratique du Congo en fait, n'a pas assez la maîtrise de la situation sécuritaire du pays? N'êtes-vous pas de ceux qui estiment ainsi? Bon. Ne pas avoir la maîtrise de la situation sécuritaire, bon, je ne sais pas trop si c'est vraiment comme ça qu'il faut présenter les choses. Mais moi, je pense qu'on n'a pas pris au moment opportun de bonnes décisions. Comment ça? Oui, on n'a pas pris de bonnes décisions. Comment? Par exemple, aujourd'hui, il y a l'insécurité dans toutes les villes du pays. Au-delà de ce qui se passe à l'Est, il y a l'insécurité avec ce qu'on appelle le banditisme urbain, le phénomène Koulouna. Alors même à Kinshasa, ça va. Est-ce que dans un pays qui se respecte, des jeunes gens armés de machettes, armés de bâtons, peuvent dominer l'État? À Kinshasa, ici, nous avons vu, à Makala, tout un quartier abandonné par les résidents à cause des Koulouna. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Dans les années 68-69, il y a eu le banditisme urbain
D'ailleurs, c'était le banditisme à main armée à Kinshasa. Le président Mobutu à l'époque a pris une décision. On a créé ce qu'on avait appelé police mobile. Ce qu'on appelait les mobiles. Les mobiles ont mis fin à cette histoire-là. Alors aujourd'hui, la loi prévoit, lorsque la police n'arrive pas à mater une situation, l'État peut recourir à l'armée. Alors je ne peux pas comprendre, nous sommes à Kinshasa, dans la capitale, que des Koulouna puissent chasser les habitants de tout un quartier. Ils s'en vont parce que la police ne sait pas les sécuriser. Mais nous avons l'armée. Si la police ne sait pas sécuriser, eh bien on envoie l'armée. Il faut mettre les gens au pas. On ne peut pas être laxiste ou être comme de religieux. Non. Lorsqu'on gère un pays, on n'a pas d'état d'âme. Si un citoyen congolais ne veut pas respecter la loi, eh bien on va les contraindre à respecter la loi. C'est cette puissance publique qui est reconnue à l'État. C'est seul l'État qui a le monopole de la violence. Donc lorsque vous ne voulez pas obéir aux lois de la République, eh bien l'État va vous mettre au pas. Parce que l'État a ce pouvoir-là, il a le monopole de la violence. Regardez ce qui se passe à Kabambare, n'est-ce pas, dans les Maniema, où un chef Maïmaï, soi-disant Maïmaï Malaïka, avec ses hommes, se mettent à bastonner, tabasser les filles. Toute fille qui porte un pantalon, qui porte une culotte, qui porte une jupe, est passée à tabac. On se croirait en Afghanistan, on se croirait en Iran. Mais c'est ici au Congo, En fait, province du Maniema. que... Que fait le gouverneur du Maniema? Que fait l'administrateur? J'ai suivi l'administrateur du territoire du Maniema, en fait de Kabambare, sur Top Congo, demander à ce chef Maïmaï, il dit, non, il a même cité son nom, il le connaît. Je demande au chef Maïmaï de demander à ces hommes d'arrêter ça, ils font des excès. Comment un dirigeant d'État, un homme d'État, un homme politique, qui a l'impérium, va demander à un gangster de chef Maïmaï, bien connu, demander à ces hommes d'arrêter ça, vous faites des excès. L'État ne négocie pas avec des gens pareils. C'est un hors-la-loi. Chef Maïmaï, tout Maïmaï ou chef Maïmaï, c'est un hors-la-loi. Seul l'État a le monopole de régler la sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, il y a des tribus qui ont leur groupe de sécurité, comme les Lendou là-bas, ils ont leur Codeco, dans la province orientale, ex-orientale. Vous avez les Emma, ils ont leur milice Zahir. Mais c'est quel pays ça? Nous avons 450 tribus au Congo. Si chaque tribu doit avoir sa milice pour protéger sa population, on aura combien d'armées dans ce pays? Vous avez les Tutsis là-bas à l'est qui disent qu'ils ont leur milice parce qu'il faut protéger les Tutsis. Ce n'est pas normal. Donc l'État devait réprimer tous ceux qui ont pris les armes contre la République, tous ceux qui se sont rebellés contre la République. On doit les traiter comme tels. Voilà pourquoi, ça fait 2 mois, j'ai demandé au chef de l'État ainsi qu'à l'Assemblée nationale de lever les moratoires sur l'exécution de la peine capitale. C'est depuis 2003 que le Congo a pris un moratoire pour ne pas exécuter la peine capitale. Et pourtant, la peine capitale, c'est une peine qui est prévue par le droit congolais. Elle est prévue dans la constitution de notre pays, elle est prévue dans le code de procédure pénale. Lorsque quelqu'un a commis une infraction qui mène à la peine capitale ou à la peine de mort, lorsque cela est prononcé par le tribunal, s'il est mécontent, il fait appel. Il va en appel. C'est son droit le plus légitime. Si en appel il n'est pas satisfait, il peut se pourvoir en cassation. Mais lorsque en cassation, son action n'aboutit pas, il lui reste la grâce présidentielle. Si le président n'accorde pas la grâce, on exécute. Parce que je ne peux pas comprendre que des personnes qui n'ont pas du respect pour la vie humaine, que des personnes qui massacrent, qui tuent impunément des gens, même des petits enfants. Prenons une hypothèse. Un jeune homme de 18 ans, de 19 ans est arrêté parce qu'il a exécuté 200-300 personnes. Il est condamné à la peine capitale. Nous avons un moratoire, on ne peut pas l'exécuter. Ce gars-là remis en prison, ont commis la peine capitale en peine à perpétuité. Prenons l'hypothèse que c'est quelqu'un qui vivra 90 ans, 90 ans. Donc pendant au moins 80 ans ou 70 ans, ce monsieur sera nourri par
l'État congolais, avec l'argent du contribuable congolais. Gratuitement. Il sera soigné avec l'argent du contribuable congolais. Et comble du cynisme, même les familles des personnes, des victimes de ces actions, qui payent leurs impôts, vont contribuer à nourrir les bourreaux de leurs frères. Moi, je trouve ça cynique. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Deux pays comme les États-Unis, la première puissance du monde, la plus grande démocratie du monde, ils appliquent la peine capitale. Pourquoi le Congo va se soustraire? La Chine applique la peine capitale. On n'a jamais vu par-ci, par-là, que des gens puissent faire des remous. Donc, la peine capitale, c'est une peine qui est prévue par notre Constitution, par notre droit positif. Lorsqu'une personne ne respecte pas la vie des autres, on ne peut pas avoir du respect pour sa vie. On ne peut pas prendre les finances de l'État, nourrir un bandit comme ça pendant toute sa vie, lui qui a fauché la vie des autres. Donc, je demande ardemment au chef de l'État et au Parlement de lever le moratoire sur les exécutions capitales. J'étais content de constater qu'après cette campagne que j'ai menée pendant plusieurs mois, une cinquantaine de députés nationaux ont introduit une motion, une pétition au niveau de l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'exécution de la peine capitale. Et j'encourage tous les députés à aller dans ce sens-là. Ça doit être dissuasif parce que nous avons vu en 2006-2009, lorsque il y a eu trop de crimes et de viols à l'Est, le législateur congolais a aggravé la peine sur le viol. C'était pourquoi? Pour dissuader ce qui se passe à l'Est. On a même élargi ce qu'on entend par viol. Et que dire de tous ces ONG en fait, qui se réclament, d'être des droits, des droits de l'homme? Écoutez, que dire de tous ces organes? Droits de l'homme, nous aimons bien les droits de l'homme. Mais lorsque la loi est appliquée correctement, on ne viole pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est prendre des décisions qui ne sont pas prévues par la loi. C'est ça, violer les droits de l'homme. Lorsque un fait quelconque est réprimé par la loi, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Lorsque le code pénal dit, dans son article 80-81, que quand vous prenez un bien d'autrui, à l'absence de ce monsieur-là, sans son consentement, vous avez volé, et qu'on vous arrête, on vous condamne pour vol, il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Ce qu'on interdit, c'est que les autorités puissent administrer des sanctions que la loi ne connaît pas, ou faire des arrestations sur des faits qui ne sont pas réprimés par la loi. C'est ça, violer les droits de l'homme. Mais exécuter une peine capitale, prononcée régulièrement par un tribunal ou par une cour, après tous les recours acceptés par la loi, et à défaut d'une grâce présidentielle, quand on exécute quelqu'un, on n'a pas violé la loi. Aux États-Unis, quand on exécute les gens par injection de poison ou bien sur la chaise électrique, vous avez déjà entendu, on dit qu'aux États-Unis, on a violé les droits de l'homme. Non, parce que la loi américaine prévoit, vous avez fait ça, on vous tue. Alors, soit on vous met sur une chaise électrique, soit on vous injecte du poison, vous mourrez. Il n'y a pas un mois ici, on vient d'exécuter la première femme transgenre aux États-Unis. Je n'ai entendu aucune ONG parler. Parce qu'au finish, quand vous regardez, les fameuses ONG ne sont fortes que pour parler quand c'est dans un pays sous-développé. Vous avez déjà entendu des ONG, même le Human Rights Watch, critiquer ce qui se passe aux États-Unis ou dans les pays occidentaux? Rien du tout. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et pourtant, on viole aussi les droits des hommes là-bas. Et pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres pays? Mais c'est parce que nous sommes faibles. C'est parce que nous sommes faibles. C'est pour ça qu'on vient nous mater, qu'on vient nous faire n'importe quoi. Regardez les grandes puissances comme les États-Unis. Les États-Unis ont refusé de signer le traité de Rome qui a créé la CPI. Et les États-Unis ont dit aucun Américain, aucun militaire américain ne peut être traîné devant la CPI. Qui les a sanctionnés? Personne. Toutes les grandes puissances ont refusé de signer le traité de Rome. Vous voyez? Parce qu'ils estiment que les ressortissants de leur pays ne peuvent pas être poursuivis pour la CPI. Mais nous, les petits pays, on s'est précipité d'aller signer et nous envoyons nos nationaux là-bas. Vous voyez? Parce qu'eux estiment qu'ils ont des tribunaux qui fonctionnent normalement, ils ont une justice correcte. Si un national de leur pays commet une infraction, on va le juger dans son pays.
Et nous prenons les nôtres, nous envoyons à ces pays. Vous comprenez? Donc, c'est la faiblesse, c'est la faiblesse. Et puis, la faiblesse ici arrive pourquoi? Il y a un principe. La force d'un État, la force politique, comme on dit, la superstructure tire sa force sur la structure. C'est-à-dire, la politique tire sa force sur l'économie. Tant que nous aurons des économies faibles, nous ne pourrons pas nous imposer. Tant que nous aurons des économies faibles, nous ne pourrons pas nous imposer. Vous avez déjà entendu des pays prendre des sanctions contre les États-Unis? Non. Parce que vous ne pouvez pas prendre des sanctions contre les États-Unis, parce que les États-Unis ont une économie, sont la première économie du monde, c'est la première puissance du monde. Vous ne pouvez pas prendre des sanctions contre eux. C'est vous-même qui allez en souffrir. Mais eux, ils peuvent prendre des sanctions contre vous, parce que vous dépendez d'eux. Si le Congo avait l'autosuffisance alimentaire, nous avons tous nos biens que nous produisons ici, riz et tout cela, les poissons, la viande et tout, les produits manufacturés. Nous les fabriquons sur place ici. On peut prendre des sanctions contre nous? Non. Si la Chine ou, c'est pas moi, Thaïlande nous dit, on prend un embargo contre les riz, mais nous avons notre riz. Embargo contre les poissons, mais nous avons notre poisson. Mais comme on importe tout, ça notre faiblesse. Si on nous met sous embargo, nous sommes bloqués. Voilà pourquoi nous avons dit la fois dernière, il faut développer l'économie, développer les infrastructures. Regardez le pays Congo. Nous sommes enclavés. Nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Mais nous n'avons notre seule voie maritime, seule la voie interne, la voie nationale de sortie de biens. Depuis 60, nous sommes incapables de relier l'ex-province du Katanga à Banana. Or, depuis 60, on aurait dû construire le chemin de fer entre Ilebo et Kinshasa. On aurait dû construire le chemin de fer entre Matadi et Mwanda, Banana. Parce que le pont Maréchal, c'est un pont rail-route. On a prévu pour que le train passe par là. Mais depuis qu'on a fait ce pont dans les années 74 ou 75, où est le rail? Rien du tout. Alors, aujourd'hui, nous exportons nos biens par Kassombale, ça part. Là-bas, nous sommes frontaliers de la Tanzanie. Et de l'autre côté, par Lobito en Angola. Et puis, les pays de l'Est, là, Antebes et consorts. Mais si on nous met sous embargo par les États frontaliers, là, comment nous allons sortir nos biens? Comment nous allons importer et exporter? Parce que notre propre voie nationale, nous ne sommes pas capables de relier les rails de l'ex-Katanga jusqu'à Banana pour que nos minéraux sortent par la voie interne. Donc, l'intégration nationale du pays, ça donne aussi de la force. Il faut que nos provinces soient intégrées. Nous sommes incapables de construire les rails qui partent de Kine jusqu'à Mbandaka, Kisangani, Goma, Bukavu, tout. Ça fait un cercle dans le pays. Si nous créons cette toile d'araignée-là, de voies de communication, tant terrestre, fluviale qu'aérienne, vous verrez que le pays c'est là tellement intégré. Aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe à l'Est, ces bandits de M23 sont en train de tout faire pour bloquer Goma. Aujourd'hui, sont en train de chercher à couper toutes les routes de ravitaillement vers la ville de Goma. Bientôt, Goma va se trouver asphyxié. Or, s'il y avait des rails, des routes macadamisées qui amènent de la nourriture à Goma, ils peuvent bloquer là-bas, Goma sera ravitaillé par le sud et par l'ouest. Vous voyez ça? Donc, on doit développer les infrastructures. Mais qu'est-ce que nous faisons pour développer les infrastructures? Rien. Combien de kilomètres de routes que nous construisons chaque année? Rien du tout. Donc, voilà les difficultés que nous avons. Il faut que nos autorités, n'est-ce pas, se remettent en question et prennent des bonnes décisions. Pas de décisions trompe-œil. Tu te parles là. Mais des décisions qui valent la peine et qui ont un impact immédiat dans le vécu quotidien, n'est-ce pas, du citoyen congolais. C'est à ce moment-là que nous allons nous faire respecter. En fait, pour clore cette thématique, d'abord je puis savoir, en fait, où réside réellement le vrai problème congolais? Sur quel plan? En fait, sur le plan de développement du pays. Bon, sur le plan de développement du pays, le problème que nous avons, ce pays, depuis que nous existons, nous n'avons jamais eu un plan directeur de développement. Et moi, je pense que c'est une faiblesse. Dans les pays qui se respectent, il y a des plans directeurs. C'est-à-dire, un pays doit savoir
dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, qu'est-ce que ce pays va devenir? Nous aurons une population de combien d'habitants dans autant d'années? Quelles sont les infrastructures que nous devons avoir qui suivent la progression de la population? Nous n'avons pas ce plan directeur. Or, si nous avons un plan directeur de construction, il nous faut chaque année, par exemple, construire autant de kilomètres de route. Il faut construire autant de ponts. Il faut construire autant d'écoles. Il faut construire autant d'universités, autant d'hôpitaux. Parce que la population est en train de croître. Est-ce qu'il est normal? Mais pourquoi aujourd'hui nous avons des embouteillages à Kinshasa? La ville de Kinshasa, selon une étude de l'OVD, doit avoir 10 000 km de routes macadamisées. 10 000 km. Nous n'en avons que 2 000. Donc on a un déficit de 8 000 km. Alors, comment voulez-vous, dans une ville où il y a plus de 200 000 véhicules qui circulent, vous n'avez que 2 000 km de route? Et vous ne faites aucun effort pour ajouter le nombre de kilomètres, mais plutôt on vous parle de zéro trou. Mais moi je me moque de ce programme de zéro trou. Dans une ville qui a un déficit de 8 000 km de route, au lieu de dire nous allons augmenter le nombre de kilomètres de route, vous parlez de trous. Des trous c'est 2 000 km. Ça va changer quoi? Et depuis qu'on a parlé de zéro trou, il y a des trous partout, nous circulons dans la ville. Il y a des trous partout, il y a des routes qui n'existent plus. L'avenue Kasavubu, à partir du zoo, quand vous montez, il n'y a plus de route. L'avenue Kassai, il n'y a plus de route. Les différentes rues là, de marais, plateaux, tout ça, il n'y a plus de route. Alors, on se moque de qui? Savoir que dans autant d'années, la population du Congo sera d'autant, on doit ajouter le nombre d'hôpitaux. On doit ajouter le nombre d'écoles. On doit ajouter le nombre d'universités. Regardez aujourd'hui. Pourquoi on trouve des auditoires de 5 000 étudiants? Parce que les universités n'ont pas suivi. Et s'il n'y avait pas des universités privées, on serait où? L'État devrait d'abord commencer par construire une université, une grande université de la trempe de l'Unikid dans chaque province. Pourquoi quelqu'un qui est à Aru, là-bas, dans la province orientale, doit venir étudier à Kinshasa? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui est en Mbandaka doit venir étudier à Kinshasa? Il faut que dans toutes les provinces, qu'on ait des grandes écoles, de grandes universités. Et tout ça, ça doit faire une programmation. C'est pour ça qu'on a un ministère des plans. Parce que quand il y a un plan directeur de développement, soit 10 ans, 15, 20 ans, 50 ans, ce plan-là doit être suivi par tous les gouvernements qui se succèdent. Quel que soit le changement du régime, le régime vient avec son projet de société, mais il y a en fond un plan directeur que ce régime doit suivre. Donc si on a dit, dans ce pays, pour suivre le rythme de la croissance de la population, on doit avoir, par exemple, à construire 10 ponts chaque année, quel que soit le régime qui vient, il faut construire 10 ponts. Quel que soit le régime qui vient, il faut construire 10 hôpitaux, 10 universités, 10 écoles. C'est comme ça qu'un pays se développe. Mais chez nous, on va à l'aveuglette. Donc, quelqu'un arrive au pouvoir, il a ses idées à lui, il fait ce qu'il peut faire, et puis il s'en va. Un autre arrive, il fait ce qu'il veut faire, et puis il s'en va. Mais il n'y a pas un plan directeur, il n'y a pas une commission qui suit que depuis que nous avons pris tel plan directeur du développement du pays, à quel niveau nous sommes. Nous avions dit qu'en 50 ans, on doit avoir par exemple 200 ponts. Combien de ponts nous avons construits? Nous devons avoir autant d'universités. Combien on a? Il n'y a pas quelqu'un qui suit ça. Donc on vient comme ça et on passe son temps et puis on est parti. Donc, cette façon de gérer le pays, comme à l'aveuglette, comme à tâtons, ça n'aide pas les pays à aller de l'avant. Il faut avoir un programme cadre que chaque régime viendra suivre. Au-delà de ce que vous pouvez ajouter, mais chaque régime viendra suivre ces régimes. C'est comme ça que les Chinois ont fait. Ils avaient des plans quinquennaux, des plans décennales. La Chine s'est développée comme ça. Mais nous, on ne fait rien. Regardez, depuis 60, on n'a jamais ajouté un seul kilomètre de rail. Depuis 60. 1 kilomètre de rail, ça n'existe pas. Au contraire, le rail qu'on avait, par exemple, chez la Boma, on a arraché ça. Les rails qu'il y avait dans certaines cités ici de Kinshasa, ici dans certaines communes, ces rails n'existent plus. Il y a des rails ici qui allaient jusque dans les entreprises ici, alimentaires industrielles. Il y a des rails qui allaient dans certaines communes ici. On a même arraché ça. Alors nous avançons ou nous reculons?
On nous a parlé de Métrokin ici. Mais Métrokin, il va s'implanter où? Vous avez arraché les rails. Votre Métrokin, là, il est où? Donc, vous comprenez? Donc, avec cette façon de faire, c'est dangereux. Vous avez 20 secondes de conclure sur ça. C'est dangereux parce que la population est en train de penser que les autorités du pays ils sont en train de nous tourner en bourrique. Non. Il faut que les autorités prennent les bonnes décisions. Sinon, on pourra avoir 70 ans, 80 ans, ce pays sera toujours dans la misère. Parce que je me suis posé une question quand nous avons eu nos 62 ans, je crois, d'indépendance. La Chine a fêté 70 ans de sa révolution, il y a quelques années. Parce que Mao Tse-tung a pris le pouvoir en 1949. Je me suis posé une question. Quand la Chine a fêté ses 70 ans, dans les années 2009 ici, la Chine était déjà une grande puissance. Je me suis posé la question. Nous, cette année, ça fait 63 ans. Dans 7 ans, ça fera 70 ans. Est-ce que dans 70 ans, nous aurons le niveau que la Chine avait quand elle a fait ses 70 ans? Non. Parce que nous faisons des choses par hasard, nous ne faisons que reculer. La question que tout Congolais sérieux doit se poser. Pourquoi, au sortir de l'indépendance en 60, notre pays était le pays le plus industrialisé de l'Afrique? Nous avons les meilleurs hôpitaux d'Afrique. Nous avons les meilleures universités d'Afrique. Nous avons les meilleures écoles d'Afrique. Aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes parmi les derniers. Quand on fait le classement des universités d'Afrique, nous ne sommes pas parmi les 100 premiers. Donc nous avons plus en fait reculé, on a reculé au lieu d'avancer. On a reculé. Parce qu'aujourd'hui, quand un Congolais tombe malade, il court en Inde, il court en Afrique du Sud. Or, il y a 60 ans, ce sont les Sud-Africains qui venaient se faire soigner ici. Ils venaient étudier ici. Pourquoi maintenant c'est l'inverse? Nous avions les niveaux de vie plus élevés que le Canadien. Nous avons les niveaux de vie plus élevés que les Coréens du Sud. Aujourd'hui, le Canada, c'est parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde. La Corée du Sud, c'est la 14e ou 11e puissance du monde. Et nous, qui étions mieux équipés, plus développés, nous sommes maintenant à la queue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les questions qu'on doit se poser. Voilà les réflexions qui doivent se faire dans des partis politiques. Et non, dans des partis politiques, passer facilement à l'injure, passer facilement au culte de la personnalité, vanter le président du parti, c'est un homme extraordinaire. Non! Dans un parti politique, les gens doivent aller pour réfléchir. Normalement. C'est ça qui, moi, me pose problème. Parce que moi, je ne peux pas aller dans un parti politique pour aller applaudir les gens. Moi, quand je vais dans un parti, c'est pour réfléchir. C'est pour donner des idées qui vont faire avancer le pays. Mais si je constate dans un parti, ce sont des applaudisseurs. Non, moi, je ne peux pas me retrouver là-bas. On n'a pas le temps, on n'a pas l'âge pour faire des applaudissements. Nous avons l'âge pour concevoir des politiques, n'est-ce pas, dans différents domaines, qui puissent faire avancer le pays. C'est ça, c'est à ça que devaient servir les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques sont devenus des caisses de résonance des présidents des partis. Ce que le président a dit, c'est parole d'évangile, personne ne discute, on applaudit et on est passé. Non. Nous allons parler prochainement, mesdames, messieurs, je l'ai annoncé tout au long. En fait, je l'ai annoncé au début de cette émission. On parle des élections de 2023. Est-ce que le président Denis Kadima rassure l'indépendance ou non? Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel ou non? Nous allons parler tout au long de cette émission avec M. Silver Kiunga. En fait, M. Silver Kiunga, en parlant des élections de 2023, en fait, êtes-vous de ceux qui estiment qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel? Bon, moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça une mauvaise manie. J'ai l'habitude de croire en l'homme. Lorsque je suis devant une personne, je lui donne le préjugé favorable. Je ne le condamne pas d'emblée. Je lui donne le préjugé favorable. Le gouvernement a dit qu'il va organiser les élections cette année. La CENI a dit qu'elle va organiser les élections cette année. Moi, je crois en ce qu'ils ont dit. Ils ont dit les moyens sont là. L'expertise est là. L'expertise du président Kadima. Oui, et de son équipe. Seulement, nous constatons maintenant que l'enrôlement a commencé, qu'il y a des couacs.
Il y a tant de couacs. Il y a des couacs. Déjà, quand les opérations étaient lancées, ou même quand on a proclamé les calendriers, on s'est dit il y aura un problème. Les délais est court. Depuis les 3 premiers cycles électoraux, l'enrôlement a toujours pris 3 mois. Les 3 premiers cycles. Et il faut retenir que chaque fois qu'on est dans un nouveau cycle, la population du pays augmente. Parce qu'entre la dernière élection et la prochaine 5 ans après, pendant 5 ans, c'est chaque jour qu'un Congolais atteint 18 ans. Chaque jour. Donc, les nouveaux majeurs. Ces gens-là doivent être enrôlés. Donc, comment vous faisiez d'abord l'enrôlement pendant 3 mois et du jour au lendemain, vous dites non, en un mois, on peut le faire. Bon. Moi, j'avais pensé qu'avec l'application là, de Prérap, peut-être c'est à cause de ça qu'ils ont dit qu'avec l'application, ce serait automatique. Malheureusement, dans tous les bureaux de la CENI ici d'enrôlement, nulle part on a appliqué cette application. Moi-même, je l'ai fait dans mon téléphone. J'arrive au bureau d'enrôlement, je dis non, moi je me suis pré-enregistré, donc je peux donner mon QR code et puis on passe directement. On me dit non, QR code, ça ne marche pas, les autres attendent trop. Personne n'a d'identité. Je dis mais finalement c'est quoi? Donc vous comprenez, moi je considère que la CENI nous a floués. Et la conséquence maintenant est là. C'est la prolongation. Donc, ceux qui ont été enrôlés, ça fait un tiers. De 25 jours. Un tiers du chiffre attendu. 37%. Bon, maintenant, est-ce qu'à 25 jours, on va il nous reste déjà 23. Donc, moi, je pense que le réalisme aurait voulu qu'on continue avec ces délais-là de 3 mois. C'est ça le réalisme. Mais on a voulu jouer avec le temps, mais le temps n'est pas notre allié. Voilà, maintenant on a ajouté 25 jours. Et si dans les 25 jours ici, le chiffre n'est pas toujours atteint, vous voyez ça? On sera obligé de prolonger. Or, les différentes prolongations par étapes auront de l'impact sur la suite. Parce que quand vous ajoutez des jours, ces jours-là vont rencontrer certaines dates qui ont été déjà préétablies. Conséquence, vous devez reculer d'autres opérations. Donc, le risque est grand que la date du 20 décembre ne soit pas la date des élections. Donc, il est possible qu'on puisse repousser. Parce que, bon, ces ajouts-là auront de l'impact sur les autres étapes. Ça va continuer. Parce que deuxième ère opérationnelle, il y aura les mêmes problèmes. Parce que c'est des appareils qui ne supportent pas une charge prolongée, qui se déchargent souvent. Dans nos écoles, il n'y a pas de courant. Les panneaux qu'ils utilisent là, on dit qu'ils ne sont pas efficaces. Alors, donc, deuxième ère opérationnelle, il y aura du retard, on va ajouter. Troisième ère opérationnelle, il y aura du retard, on va ajouter. La conséquence, d'autres étapes vont aussi être renvoyées. Et donc, il y a des doutes sérieux qu'au 20 décembre, on ait les élections présidentielles. Je crois que ça pourrait être décalé peut-être de 3 ou maximum 6 mois. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes empêtés par les temps. Mesdames, messieurs, les temps nous fait, énormément de défauts. En fait, prenons rapidement le 3e thématique de cette émission. En fait, d'ailleurs, c'est le tout dernier qui consiste à ces répliques de Madame Olive Lembe Kabila. Est-ce que l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, en parlant de cette thématique, êtes-vous de ceux qui estiment que le président Joseph Kabila aurait touché 680 000 $ le mois? Bon, déjà ce sont des chiffres qui circulent comme ça, je n'en ai pas la certitude. Mais au-delà de ça, nous avions appris que ça fait un très bon bout de temps, il ne touchait pas à ses émoluments. S'il touche 680 000 $, si il touche, comme je dis, c'est que c'est le législateur qui aura décidé de le lui donner. Maintenant, s'il faut faire des amendements, il faut de nouveau que les législateurs congolais le fassent. Ça, c'est de un. Mais
ce qui doit être normal dans un pays normal, Dans un pays sérieux. dans un pays sérieux, les émoluments, n'est-ce pas, de toutes les autorités doivent être connus. Or, dans ce pays, on en a fait un tabou. Il y a comme Mais une le président de la omerta. République touche 17 000 $, c'est le ministre Non, des le Finances. président de la République, on lui avait demandé ce qu'il touche lui-même, il ne connaissait pas. Mais en fait, Donc, je ne vois pas. Celui qui travaille ne connaît le pas. C'est ministre le des ministre des Finances, Finances qui en fait, connaît. le ministre des Finances a affirmé sur un plateau de télévision Non, mais c'est que le lui qui président de la touchait, République c'est lui qui touche touchait, c'est lui 17 qui 000 touchait, $. c'est lui qui touchait, lui-même a dit qu'il ne connaît pas. Hein, c'est lui qui touchait lui-même a dit qu'il ne connaît pas. Là, c'était avant quand même. Oui, mais jusqu'ici, il n'a toujours pas dit s'il connaissait maintenant. Il ne connaissait pas. Donc, est-ce que ce que le ministre des Finances a dit est correct? Simple raisonnement. Peut-on concevoir que le député national touche 21 000 $? Supposé. Les ministres, conseillers, nous apprenons 40 000 $. toujours Dans les 40 000 $. selon les rumeurs qui circulent à la présidence des conseillers qui touchent jusqu'à 25 000 $, 30 000 $. Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses conseillers? Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses ministres? Et apparemment, le ministre Nicolas a même dit qu'il touchait même moins que le Premier ministre. Bon, qui peut croire à des choses pareilles? Non, moi je crois que c'est un leurre. C'est un leurre. Si réellement, aujourd'hui, les autorités veulent faire de la transparence sur ce qui les touche, ils doivent publier les émoluments pour tout le monde. Selon la loi des finances. Depuis le chef de l'État jusqu'au plus bas. Selon la loi des finances. Mais oui, parce que aujourd'hui, les autorités se complaignent à publier les salaires des militaires, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, les salaires des professeurs d'université, les salaires des médecins. Mais pour ce qui concerne les émoluments des politiciens, il y a une omerta. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de 21 000 $ ici, c'était le bras-le-bas de combat. Et toute l'Assemblée nationale sans se décider dessous, pourquoi on a parlé de nos salaires. Mais quand vous parlez de salaires de fonctionnaires, vous pensez que les fonctionnaires ont besoin que tout le monde connaisse leurs salaires? Non, c'est un quand vous sujet parlez tabou, de salaires, vrai. mais justement, or, lorsque les gens ne veulent pas qu'on parle de leur salaire, c'est qu'il y a de la fraude. C'est qu'il y a quelque chose de douteux. Pourquoi un salaire doit être caché? Parce que pour les autres catégories de la société, on ne cache pas. Et pourquoi on cacherait? Pour ceux qui nous dirigent. Or, les dirigeants politiques, ils ont ce qu'on appelle la redevabilité. Moi, j'ai toujours dit, mais ce sont nos serviteurs. Les autorités politiques sont nos serviteurs. C'est nous qui les élisons, c'est nous qui les envoyons dans les différentes institutions. Ils doivent nous rendre compte. Ils sont payés avec nos impôts. Alors, comment voulez-vous? Moi, je vous envoie aller travailler pour moi. Vous ne voulez pas que je sache ce qu'on vous paye. Et pourtant, on vous paye avec mon argent. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Il faut qu'il y ait transparence. Dans les pays de vieille démocratie, aux États-Unis, dans les pays européens, les salaires de tout le monde est connu. Ce n'est pas un sujet tabou. Vous pouvez aller sur Internet, vous savez ce que touche Macron, ce que touche Biden, ce que touche n'importe qui. Mais pourquoi chez nous, ça doit faire un secret? Et lorsqu'on veut, par exemple, combattre la corruption, mais si on fait un secret autour de son salaire, c'est un problème. Parce que pourquoi en Europe aujourd'hui, on est regardant sur le train de vie des gens? Parce qu'on sait que le monsieur touche autant. Mais quand on regarde son train de vie, quand on regarde les constructions qu'il fait, on se dit non. Les services qui sont chargés de suivre, n'est-ce pas, les blanchiments d'argent, se mettent à se trousses pour savoir. Mais comment ce monsieur, par exemple, qui touche 2 000, 3 000 euros, il construit un immeuble 20 niveaux? Mais chez nous, ici, ça n'étonne personne. Vous verrez un fonctionnaire de l'État qui construit un immeuble de 15 niveaux. Vous verrez un militaire qui construit un immeuble de 30 niveaux. Un policier qui construit un immeuble de 10 niveaux. Mais c'est quelqu'un qui n'a même pas 500 $ le mois. Mais personne ne se pose de questions. Ce monsieur a trouvé l'argent où? Tous ces services qui suivent les blanchiments d'argent, la lutte contre la corruption, personne ne lui pose de questions. Un agent de l'État qui n'a pas 1000 $ par mois, il roule à bord d'une Jeep de 50 000 $. Une voiture de 30 000 $. Personne ne se pose de questions comment ce fonctionnaire a acheté une telle voiture. C'est pour ça que les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle.
Il n'y a aucun contrôle. Donc la lutte contre la corruption, ce n'est pas comme ça qu'on amène, c'est uniquement par l'IGF, non. Quand vous avez des indices de richesse que vous ne savez pas justifier, on doit vous suivre. C'est comme ça que ça se passe dans tous les autres pays, mais pas chez nous. Chez nous, même un chômeur qui, tous les matins, vous le voyez jouer à la dame, il ne sort jamais, il est dans les quartiers, il joue à la dame. Mais on vous apprend, non, à d'autres, on flatte. Mais il conçoit avec quoi? Personne ne sait ce qu'il fait. Et personne ne lui pose de questions. Tous les jours, il est en train de jouer à la dame. Mais les services du pays ne peuvent pas faire des enquêtes. Ce monsieur, il ne travaille nulle part. Mais, mais peut-être qu'il est dans la drogue. Peut-être qu'il est dans la vente des êtres humains. Mais personne ne fait des enquêtes. Au contraire, les gens qui détournent, les gens qui font de n'importe quoi, ils sont adulés par la population. Ah, viens dans un danger. Ah, donc parlez-moi à 20 niveaux. Papa social. Ah, papa social. Parce que maintenant, les papas sociaux, on va encore le voir, et les mamans sociales, ils vont encore sortir. Oui, mais papa social, nous connaissons, vous êtes agent de l'État. Vous êtes devenu papa social comment? Vous sortez les gens qui sont dans les hôpitaux, des femmes qui ont accouché, vous faites des dons par-ci, par-là. Comment? Vous voyez qu'on n'est pas sérieux dans notre pays. Nous devons vraiment apprendre à être sérieux. Regardez ce qui vient de se faire pendant la période d'enrôlement. Des gens qui vont se faire enrôler avec une horde de militants qui les suivent. C'est illégal. C'est ça qu'on appelle campagne précoce. Mais quel est ce service de l'État qui s'en est ému pour interdire ce genre de choses? J'ai même vu des reportages sur la chaîne nationale où on montre des soi-disant candidats, députés, tout ça, qui sont allés s'enrôler avec une horde de gens, avec des drapelets, avec des tricots, avec des calicots. La chaîne nationale montre ça. C'est contre la loi. Ce sont des causes d'invalidation, de candidature. Mais on laisse faire. On laisse faire. Donc, notre État est faible. Il y a la faiblesse de l'État et la population profite de la faiblesse de l'État pour faire du n'importe quoi. Donc, nous devons avoir un État fort. Et la force de l'État est fonction de ces institutions. Si les institutions sont fortes, l'État sera fort. Mais si les institutions sont faibles, on sera dans la jungle. Et c'est presque là où on est maintenant, où les coulons font la loi, ils font fuir les gens, où on tabasse des filles pour leur accoutrement, et nous sommes au pays, et personne ne s'en émeut. Clin d'œil à messieurs Bifor Biselele et le président Jean-Marc Kabunda Kaboun, je vous salue depuis là où vous nous suivez, en fait, ce PRK. Mesdames, Messieurs, 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je récite pour vous aujourd'hui Monsieur Silver Kiunga. Il est avocat et analyste politique indépendant. En fait, Monsieur Silver Kiunga, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Je conclue l'émission en demandant aux autorités de notre pays d'être plus regardants, plus engagés et d'avoir un peu plus de courage. Bon, j'apprécie l'attitude actuelle, n'est-ce pas, des autorités du pays vis-à-vis du Rwanda. Mais pour moi, je dis que ça ne suffit pas encore. Oui, les autorités ont dénoncé l'agression rwandaise, mais je voudrais appeler les autorités à passer aux sanctions concrètes. Un ennemi, on le traite comme tel. Un ennemi, on ne le caresse pas dans le sens du poil. Il faut le sanctionner comme tel. Donc, je demande aux autorités politiques, n'est-ce pas, d'être plus engagées, de renforcer la défense de notre pays par le renforcement de notre armée et de renforcer la sanction. Ce qui dérange dans ce pays, c'est la sanction. Il y a trop de récréation parce qu'il n'y a pas la sanction. Il y a un peu trop de complaisance. Alors, il faut qu'on arrête la complaisance. Il faut que ceux qui enfreignent la loi soient sanctionnés comme tels. C'est par l'élévation de la justice que nous allons trouver, n'est-ce pas, la paix et la quiétude, comme on dit, la justice élève une nation. Et j'en profite pour demander au chef de l'État. Nous avons la nouvelle loi sur
l'organisation du barreau qui traîne sur votre table, messieurs le chef de l'État, Excellence, nous demandons, moi je demande, au nom de tous mes confrères, que vous puissiez signer et promulguer cette loi sur le barreau. Les avocats sont les selles de la justice. S'il n'y a pas d'avocat, comme vous continuez à vous plaindre du comportement de la justice, eh bien, il n'y aura pas de sel. La présence de l'avocat rehausse la justice et empêche, n'est-ce pas, à la magistrature de commettre certaines bévues parce que les avocats y sont. Alors, la nouvelle loi sur les barreaux est venue renforcer, n'est-ce pas, l'autonomie des avocats et le moyen d'action des avocats. Mais cette loi traîne depuis longtemps, nous ne savons plus où elle est passée, pendant qu'elle avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc je profite de cette occasion, monsieur le chef de l'État, de nous signer cette loi sur le barreau pour donner plus d'efficacité au barreau et nous allons, avec vous, combattre les injustices qui se font dans le milieu judiciaire. Voilà ce que je vous demande. Pour le reste, bonne année à tout le monde, à tous les téléspectateurs, à tous les internautes et bon vent à tout le monde. Je vous remercie. Avant d'énoncer l'émission, en fait, j'allais savoir, allez-vous être candidat aux élections 2023 ou non? Tic-au-tac. Répondez et je conclue. Et je dénonce l'émission. La décision n'est pas prise. C'est très tôt pour l'instant. Mesdames, Messieurs, vous étiez très nombreux devant vos postes sur le viseur pour suivre cette émission qui vous a été en fait présentée par votre humble serviteur William Temou, combattant de la liberté. Je sais que vous étiez, en fait, je sais que vous avez totalement aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à Sterling Lima qui était derrière la caméra, mesdames, messieurs. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.